Bonsoir à tous, donc dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais qu'on ouvre ensemble un nouveau chapitre sur les halachot de Shabbat et qu'on découvre la mélacha de Kotev, écrire. Écrire fait partie des 39 avot melachot, des 39 chefs de travaux, ce n'est pas un dérivé, et ça veut dire qu'il fallait écrire quand on devait construire le Mishkan. Ça fait partie des travaux qui participaient, qui étaient partie intégrante du montage du Mishkan, de sa fabrication. Alors à quel moment de la fabrication du Mishkan il fallait écrire? Il n'y avait pas de parchemin spécifique dans le Mishkan, il n'y avait pas en tout cas de parchemin écrit qui faisait partie de la structure du Mishkan, mais ce que les décisionnaires, les commentateurs de la Mishnah expliquent, c'est que, en effet, dans les plans du Mishkan, qui sont exposés longuement à la fin du Sefer Shemot, on voit que les murs du Mishkan étaient formés de poutres qu'on appelle les kérachim. Pour que ces kérachim soient placés aux bons endroits au moment du montage, il fallait qu'on les reconnaisse. Et pour les reconnaître, il fallait les marquer. Donc on écrivait 2 lettres sur chacune de ces poutres, sur chacun de ces kérachim, de façon à ce que lorsqu'il fallait monter le Mishkan, eh bien on puisse retrouver chacune des poutres et on pouvait la replacer au bon endroit de façon à ce que le mur soit bien construit. Donc il fallait écrire pour bâtir le Mishkan et c'est comme cela que la Melacha, le travail de Kotev, écrire, fait partie des 39 Melachot. Alors qu'est-ce que c'est écrire? Écrire, c'est exprimer une idée ou une intention, un message, en le marquant par un mot, par des lettres, un signe ou un dessin. Et on peut écrire en utilisant de l'encre, en utilisant un marqueur, une substance qui marque, sur un support, de la couleur sur un support, ou bien on peut écrire aussi en gravant. Ça se faisait beaucoup à l'époque des Nevi'im et à l'époque des Chachamim. Pour tenir des messages courants, on prenait des plaques d'argile, par exemple, dans les correspondances d'État à l'époque des Nevi'im. Dans l'ancien monde, c'était comme ça que ça se passait, ou pour tenir des registres de comptes d'un magasin, on avait des plaques de cire sur lesquelles on écrivait. C'est en tout cas ce qu'on décrit dans les Gemarot et dans les Mishnayot de Masechet Shabbat. Alors, la Mishnah, dans Masechet Shabbat d'Afkuf Gimel, explique que la Melacha de Kotev de la Torah, pour que ce soit une Melacha de la Torah, il faut écrire de la main droite pour un droitier, bien sûr, et de la main gauche pour un gaucher. Si un droitier écrit de la main gauche ou si un gaucher écrit de la main droite, ça sera différent, comme on va le voir. Il faut écrire 2 lettres ou plus. Si on écrit une seule lettre, alors parfois, ça peut ne pas être la Melacha de la Torah. Et que ce soit, quelle que soit l'écriture, c'est une Melacha de la Torah, quel que soit l'alphabet ou la langue, en tout cas c'est ce que la Mishnah dit, a l'air de dire clairement dans Masechet Shabbat, il faut que ce soit à l'encre, dans le sens, il faut que le marqueur utilisé soit un marqueur qui soit durable. Si c'est du jus de fruits et que ça ne va pas tenir et qu'en quelques heures ça sera effacé, eh bien là on ne parlera pas de Kotev de la Torah. Pour que ce soit Kotev de la Torah, pour que écrire ce soit une Melacha de la Torah, il faut que le marqueur soit durable et il faut que ce soit, d'après la Mishnah, sur du parchemin ou du papier, donc que le support soit aussi durable. Donc si on écrit de la main gauche quand on est droitier ou de la main droite quand on est gaucher, eh bien les Tanaïm, donc le Tana, il nous montre clairement que là c'est un changement suffisamment grand, c'est un shinouï, et ça suffit pour dire que ça n'est plus une melacha de la Torah, mais une melacha des Rabbanan. Bien sûr, ça reste formellement interdit. Écrire une seule lettre, ça peut parfois être une melacha des Rabbanan. Parce que quand on écrit une lettre comme ça, ce qui n'a aucun sens, donc qui n'apporte aucun message, là, c'est une melacha des Rabbanan, c'est un interdit des Rabbanan. Alors, quand on dit que c'est des Rabbanan, ça dépend, comme je vous l'ai dit, ça peut parfois être un interdit de la Torah. Si c'est la dernière lettre d'un livre, si en formant cette lettre, j'ai complété tout un ouvrage, à ce moment-là, même une seule lettre est une melacha de la Torah, c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer avec cela. Donc même si c'est un interdit des Rabbanan, ça reste encore une fois formellement interdit, c'est évident. Alors, imprimer ou tamponner, étant donné qu'on peut le faire de la main gauche ou de la main droite indifféremment, eh bien ça sera toujours un interdit de la Torah. De même, quelqu'un qui est ambidextre, peu importe la main avec laquelle il écrit, étant donné qu'il sait bien écrire avec les 2 mains, dans les 2 cas, c'est une melacha de la Torah. Alors si on écrit
sur un fruit ou sur un gâteau avec de la crème, là aussi c'est un interdit des Rabbanan, ce n'est pas un interdit de la Torah, compte tenu du fait que ça ne sera pas une écriture durable. Encore une fois, pour que l'écriture soit une mélacha de la Torah, il faut que le résultat soit un résultat qui dure dans le temps. Alors, écrire avec le doigt sur de la buée, sur une vitre par exemple, ou de l'eau étalée sur une table, là, ce n'est pas durable et c'est un interdit des Rabbanan. Alors maintenant, est-ce qu'on a le droit de former en l'air des lettres pour exprimer un message, pour dire voilà, un P en ivrite, ça se forme de cette façon-là. Alors par exemple, alors là, faire des gestes du doigt ou faire des gestes sur la table pour vouloir dire quelque chose silencieusement, par exemple, eh bien, c'est pas interdit du tout, c'est permis, même midei Rabbanan, ça ne pose aucun problème. Alors, une question intéressante à ce sujet, c'est est-ce qu'on a le droit de jouer au Scrabble pendant Shabbat? Le Scrabble, donc c'est un jeu qui consiste à former des mots sur un plateau en y posant des jetons sur lesquels des lettres sont marquées. Donc voilà ce que c'est le Scrabble. Alors, est-ce que ça s'appelle écrire pendant Shabbat? Si je forme un très long mot sur une case mot contre triple, est-ce que je suis en train de faire un travail interdit pendant Shabbat ou est-ce que j'enfreins du moins un interdit des Rabbanan? Alors c'est sûr que ce n'est pas un interdit de la Torah parce que j'ai rien créé de durable, il suffit de secouer le plateau pour que le mot disparaisse, mais est-ce que ça ne serait pas néanmoins un interdit des Rabbanan? Alors dans la Gemara de Masechet Shabbat, il y a un cas qui est assez intéressant, qui peut nous aider à résoudre cette question. Alors il y a Rabbi Ami qui affirme que celui qui écrit une lettre à Tveria, qui marche pendant Shabbat et écrit une autre lettre à Tzipori, dans une ville voisine, eh bien il est chayav. Il est chayav parce qu'il a écrit 2 lettres pendant Shabbat. Et il doit apporter un korban pour cela parce qu'il a enfreint une mélacha de la Torah. Alors on dit oui, mais tu as écrit ta lettre sur un bout de papier à Tveria. Et puis après, tu as marché jusqu'à Tzipori et tu as écrit une lettre sur un autre bout de papier. Mais ces lettres sont séparées, elles ne sont pas ensemble. Donc c'est un shvut, un interdit des Rabbanan, puis un autre shvut, un autre interdit des Rabbanan. Alors comment Rabbi Ami peut-il dire que c'est un interdit de la Torah? Eh bien, ce que la Gemara explique, c'est que c'est une écriture. Il a écrit 2 lettres, Be'elem Echad, d'un seul coup. Il l'a fait d'un seul trait. Ça ne s'appelle pas une interruption. J'écris dans un endroit, puis je continue ma mission, je continue mon action dans la ville voisine. Donc ça reste une seule action. Il a écrit donc 2 lettres. Et ces 2 lettres peuvent être réunies pendant Shabbat, c'est ce qu'on appelle, elles ne sont que Mechoussar Kriva. Il suffit ensuite de les rapprocher, et les rapprocher n'étant pas une étape importante, eh bien, on peut dire que toute la Mélacha a déjà été faite. Alors ça, c'est très intéressant parce que tu es en train de nous dire que toute la Mélacha, c'était quoi? C'était d'écrire les lettres, et que de les rapprocher, c'est juste une dernière étape qui n'a aucune importance, qui ne termine pas la Mélacha. Ça veut dire que toute la Mélacha, tout le travail est déjà fait, tout le travail est déjà effectué quand ces 2 lettres existent. Et le simple fait de les rapprocher, donc, ça ne compte pas. Ça ne compte pas puisque tu es en train de dire qu'il est déjà chayav, tu es en train de dire qu'il a déjà transgressé Shabbat. Et bien inversement, pour notre Scrabble, a priori, puisque les lettres existent déjà, elles sont déjà imprimées sur les jetons et qu'on ne fait que rapprocher les jetons les uns aux autres, on peut dire qu'on n'a enfreint aucune mélacha, on n'a rien fait, ça n'est même pas un travail. Et c'est un argument que le Rama, Rav Moshe Isserles, rapporte à propos d'un autre sujet qui lui aussi est tout autant intéressant concernant les halachot de Shabbat. Le Rama, dans la Tchouva, dans une réponse, donc dans un responsa 119, la réponse 119 très exactement, il parle d'un cas où on aurait écrit des lettres sur la tranche d'un ouvrage. Donc on a écrit des lettres sur la tranche d'un ouvrage. Quand on ouvre le livre, quand on ouvre le Sefer, donc on ne voit plus les lettres. Les lettres ne sont plus visibles, elles sont coupées. On ne voit que des petits traits à droite à gauche. On ne distingue rien de particulier. Et quand on referme le livre, alors là les pages sont toutes bien serrées les unes avec les autres, les unes aux autres. Et donc là le message apparaît, les écritures apparaissent, les lettres sont bien formées. Est-ce que fermer ce livre, ça s'appelle écrire pendant Shabbat? Est-ce que ouvrir ce livre, ça s'appelle effacer pendant Shabbat? Ça, c'est la question donc qu'on a posée au Rama. Et le Rama répond que, étant donné que les marques existent déjà sur les pages et qu'on ne fait que rapprocher les pages pour former les lettres, et qu'en ouvrant le livre, on ne fait que séparer les pages
mais les lettres sont déjà là en réalité. Ça n'est que Mechoussar Kreva, donc il n'y a pas de Melacha, il n'y a aucun travail qui est effectué. Voilà une des preuves principales que le Rama rapporte pour expliquer qu'il est permis d'ouvrir et de fermer ce livre pendant Shabbat. Donc ça c'est la conclusion du Rama, et c'est la conclusion aussi d'autres acharonim, le Chayi Adam, le Shulchan Aruch Harav, le Rav Chaim Falaji notamment. Donc eux permettent parfaitement d'ouvrir et de fermer ce livre, et par conséquent, selon leur avis, on peut complètement permettre le jeu du Scrabble pendant Shabbat. Alors, le Magen Avraham, lui, va plutôt pencher comme l'opinion du Levouche, le Rav Mordechai Yafé. Le Levouche, lui, n'est pas vraiment d'accord avec le Rama et pense que ouvrir et fermer ce livre, c'est interdit pendant Shabbat. Ouvrir, c'est effacer, fermer, c'est écrire. Alors, est-ce que pour le Magen Avraham, donc qui suit l'opinion de Levouche, on devrait interdire le Scrabble pendant Shabbat? Alors, il y a quand même une petite différence. C'est que sur ce livre-là, où les lettres sont écrites sur la tranche du livre, eh bien, quand vous avez ouvert le livre, il n'y a plus de lettres. Il n'y a plus de lettres, on ne les voit plus. Donc, on pourrait dire que là, on a découpé la lettre. Et ensuite, en refermant le livre, on a créé à nouveau une lettre. Alors, on peut parler d'écrire et d'effacer à propos de ces lettres écrites sur la tranche du livre. Par contre, concernant le Scrabble, les lettres sont entières, et il y a des preuves dans d'autres endroits du Magen Avraham que si les lettres sont entières et qu'on les a simplement alignées sans les fixer au plateau de façon définitive, ça veut dire qu'il n'y a pas de couture. Si je fixais des lettres les unes à côté des autres en les cousant sur un vêtement, là effectivement je les ai fixées, on peut parler de kotev. Mais là elles ne sont pas fixes, elles ont juste placé ces lettres les unes à côté des autres, elles ont été imprimées avant Shabbat, donc je n'ai rien créé de véritablement nouveau, les lettres sont de toute façon entières, et on pourrait arguer que même selon le Magen Avraham, jouer au Scrabble peut être permis pendant Shabbat. Donc concernant le livre, les tranches, les lettres écrites sur la tranche d'un livre, eh bien, on peut dire que nombreux sont les poskim, sont les décisionnaires qui le permettent. Dans ceux qui se le permettent ont sur quoi s'appuyer, même si c'est bien de l'éviter puisqu'il y a l'opinion du Levouche et du Magen Avraham. Pour ce qui est du Scrabble, étant donné que même selon le Magen Avraham, il y a un argument pour le permettre, eh bien, on pourrait se le permettre pendant Shabbat. Alors, je dois quand même faire une petite parenthèse à ce sujet. Il y a des décisionnaires séfarades qui pensent que tout ce qui est de l'ordre du jeu peut poser un problème de mouktsé. C'est discutable. J'espère, Bezrat Hashem, qu'on pourra en traiter dans une autre série concernant les interdits de mouktsé, mais concernant la notion de kotev, en tout cas, le Scrabble ne devrait pas poser de problème. Est-ce qu'on a le droit, pendant Shabbat, vu qu'il est interdit d'écrire, de marcher avec des chaussures dont la marque serait inscrite sur la semelle, et donc, en marchant avec ces chaussures-là dans de la neige ou dans du sable, dans de la terre un peu meuble, on verrait des écritures apparaître sur les traces de pas. Est-ce que ça pose un problème de marcher avec ces chaussures-là pendant Shabbat dans le sable ou dans la neige? Alors, déjà, ce qu'on peut dire, vu que l'inscription elle est éphémère, c'est pas censé durer, hein, une écriture dans de la neige, c'est pas censé durer une écriture dans du sable, eh bien, ça serait tout au plus un interdit d'Erabanan. Quelqu'un d'ailleurs qui écrit dans la neige comme ça en fera un shvout, un interdit d'Erabanan, même s'il écrit volontairement et de façon directe. De la même manière, quelqu'un qui écrit dans le sable, c'est pareil, c'est éphémère, donc ce n'est pas une melacha d'Eoraita, ça reste un simple shvout, un interdit d'Erabanan. Encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est permis. Mais marcher avec ses semelles implique tout au plus un problème d'Erabanan, un interdit d'Erabanan. De plus, écrire avec le pied, eh bien, c'est pas écrire de la main droite, d'accord? C'est pas tamponner. Tamponner, ça se fait avec la main, d'accord? Là, c'est avec le pied. Donc, de toute façon, c'est indirect. Alors là, c'est indirect. C'est pas une façon normale d'écrire. C'est un chinouille. Donc, c'est doublement un dérabanan. C'est d'abord un dérabanan parce que c'est éphémère. C'est ensuite un dérabanan parce qu'on écrit avec le pied. Deuxièmement, on n'est pas en train d'écrire. On ne cherche pas à tamponner du pied. On cherche simplement à marcher. Tout ce qu'on veut, c'est marcher. Donc, c'est une conséquence directe de mes pas. Je marche, normalement, ce qui est une activité totalement permise pendant Shabbat, et ce faisant, une conséquence directe, la conséquence directe a lieu, c'est qu'il y a cette marque éphémère sous mes traces de pas.
eh bien c'est un psi-créché. Et pour comprendre ce qu'est un psi-créché, je vous recommande de reprendre notre introduction aux 39 Mélachot de Shabbat. Donc c'est un psi-créché, ce n'est pas une action directe, et c'est un psi-créché pour un shvout, pour quelque chose qui reste un dérabanan parce que c'est éphémère et parce que ça ne se fait pas de la façon habituelle. C'est simplement tamponné avec le pied. D'accord? Donc c'est un psi-créché pour un dérabanan, ce qui est déjà une bonne raison de permettre, selon de nombreux décisionnaires, il y a de très bonnes raisons de penser que le Rav Yosef Karo, l'auteur du Shulchan Aruch, lui pense qu'un psi-créché pour un dérabanan, c'est permis. De plus, c'est pas un simple psi-créché, c'est un psi-créché des lanichale. Or, psi-créché des lanichale, ça veut dire que c'est une conséquence directe de mon action qui est permise, mais c'est une conséquence qui ne m'intéresse pas. Ça ne change rien à ma vie, qu'on voit quelque chose sous mes traces de pas ou pas. Alors ça m'étonnerait qu'on soit à ce point, qu'on ait à ce point envie de publier la marque de ces chaussures, qu'on ait envie que les gens voient qu'il y ait bien la marque de la chaussure sur les traces de pas. Donc, normalement, ça ne nous intéresse pas ce qui se passe dans les traces de pas. Donc c'est un psi-créché des lanichale. C'est un psi-créché qui ne nous intéresse pas pour une trace éphémère, pour une trace qui est faite avec le pied, pas avec la main, donc une façon complètement habituelle, c'est doublement un dérabanan avec un psi-créché des lanichale. Donc il y a lieu effectivement de permettre cela d'après tous les poskim. Donc le fait que les traces de pas, que sur les traces de pas, une marque des lettres soit visible, ne devrait pas poser de problème pendant Shabbat. Pendant Shabbat, surtout que ce n'est même pas sûr que les lettres soient effectivement visibles. Donc on pourrait dire que ce n'est même pas un psi-créché, c'est possible que ça ne soit finalement qu'un davar chez mitkaven, et davar chez mitkaven, je vous le rappelle, c'est permis d'après tout le monde, puisqu'on tranche comme Rabbi Shimon qui autorise davar chez mitkaven. Et si vous voulez comprendre ces termes techniques, encore une fois, référez-vous à la vidéo sur l'introduction aux 39 Mélachot. Est-ce qu'il est permis, pendant Shabbat, d'utiliser un thermomètre constitué d'une bande qui change de teinte en fonction de la température? Eh bien, là aussi, l'écriture est éphémère. Si on voit par exemple 38 degrés, 38 degrés, la personne dont on mesure la température avec cette petite bandelette a 38 degrés de fièvre, 38 degrés de température. Eh bien, l'écriture est éphémère. Ce 38 degrés, dès qu'on va retirer la bandelette du front, va disparaître. Et on peut dire que l'écriture était déjà présente. On peut dire aussi que ce n'est pas une façon d'écrire, de poser une bande sur le front. C'est une façon inhabituelle d'écrire. Donc de toute façon, c'est un dérabanan pour plusieurs raisons. Donc un, c'est éphémère. Deux, ce n'est pas une façon habituelle pour écrire. Et on peut dire qu'en fait, on ne fait que faire apparaître une écriture qui était déjà existante, et on le fait en plus pour un malade. Donc j'ai de bonnes raisons aussi de le permettre, et c'est ce qui fait conclure au Rav Eliezer Waldenberg, l'auteur donc du Tzitz Eliezer, qu'il est permis d'utiliser un tel thermomètre pendant Shabbat. En tout cas, un indice de température pendant Shabbat. Alors le Shmirat Shabbat Kehilcheta du Rav Nevirt est un peu plus circonspect, il est plutôt réticent à l'autoriser, mais bon, évidemment, si c'est le seul thermomètre qu'on a sous la main et qu'on a absolument besoin de savoir si le malade a de la température, bien il a lieu de s'appuyer sur les avis qui autorisent, puisqu'on ne le fait pas pour rien, on le fait pour un malade. Je vous recommande de revoir nos vidéos concernant les soins pendant Shabbat. Donc, dans la mesure du possible, mieux vaut utiliser un thermomètre à mercure, puisque mesurer, ça on a le droit en cas de besoin pendant Shabbat, mais si le seul thermomètre disponible, eh bien c'est cette fameuse bandelette qui laisse apparaître, du fait de la température, des lettres sur la bande, on pourra l'utiliser pendant Shabbat, puisque c'est pour un malade. Bezrat Hashem, dans la prochaine vidéo, on discutera d'autres cas d'écriture, on parlera éventuellement après de la mélacha de colorer pendant Shabbat et peut-être aussi du maquillage. Si vous avez des questions au sujet de l'écriture, n'hésitez pas à les poser sur le fil de la discussion. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt. Au revoir.